maintenant dans les slides. Je m'appelle Ella Rosenberg, je suis conseillère juridique au CIRD et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je voulais remercier les organisateurs du colloque et aussi tous les panélistes et vous. Je peux commencer sans les slides et après on continuera si on peut les avoir comme support. Ma présentation est sur le CIRD et ça va être une présentation courte parce que je vais intervenir demain encore sur les amendements qu'on est en train de faire au règlement CIRD et aussi sur l'exécution des sentences CIRD. Vous aurez plein d'opportunités de me poser des questions aussi demain. Je voudrais commencer cette présentation en stipulant que le CIRD fait partie du groupe Banque mondiale. Il y a 5 branches dans le groupe mondial et chacun a un rôle très différent. Le CIRD est la seule branche qui n'a pas un rôle financier. C'était créé en 1966 par les membres du groupe mondial et son but est de fournir un fort, impartial et dépolitiser le processus de règlement des différends en matière d'investissement. Un des buts est de maintenir un équilibre entre les intérêts des États hôtes d'un côté et les investisseurs de l'autre côté. C'est de mettre en place un système autonome mettant en pied d'égalité les États et les investisseurs. Comme on a entendu tout à l'heure, les recours contre les sentences sont portés devant le CIRD et non devant les tribunaux étatiques de l'État de l'un ou l'autre parti. Donc ça offre un système d'exécution des sentences simplifié et efficace. Le CIRD est la principale institution de règlement des différends en matière d'investissement. On a administré environ 70% de toutes les affaires connues en arbitrage d'investissement. Notre rôle principal est l'administration des affaires et on fournit également de l'assistance technique en matière de processus et règlements de différends. Le CIRD a ses propres salles d'audience et je vous invite tous de venir à Washington de les voir, ils sont magnifiques maintenant. On s'appuie également sur un vaste réseau de 120 bureaux de la Banque mondiale à travers le monde où on peut avoir des audiences. Le centre a aussi plusieurs accords avec d'autres centres d'arbitrage et actuellement on a 4 en Afrique, au Caire, au Casablanca, Kigali et à Lagos. Je vais continuer. À l'heure actuelle, il y a 154 États membres du CIRD qui ont ratifié la Convention et 9 autres États qui ont signé mais qui n'ont pas encore ratifié. Tous les États membres de l'OADA sont également membres du CIRD à l'exception du Guinée-Bissau qui n'a pas encore ratifié la Convention CIRD et le Guinée équatoriale qui n'est pas encore signé. Le CIRD compte aujourd'hui 45 membres et 49 États signatures africaines. Le dernier en date était le Djibouti qui a signé en avril 2019. Les États africains représentent à peu près 30% de 154 États membres du CIRD. Parmi les 17 États membres de l'OADA, 14 États ont été partis à des procédures CIRD au mécanisme supplémentaire du CIRD. La structure du CIRD est composée de 2 éléments. D'une part, on a le conseil administratif et d'autre part, le secrétariat. Le conseil administratif du CIRD est l'instance dirigeante du CIRD. Chaque État contractant a un voix et
les États ont des fonctions très particulières au sein du conseil administratif. Par exemple, ils approuvent des amendements à la convention ou au règlement, et on va en parler plus en profondeur demain de ça. Ils adoptent le budget annuel et ils élisent le secrétaire général et les secrétaires adjoints. Le secrétaire général est actuellement Meg Kinnear. Le deuxième branche du CRD, c'est le secrétariat. Le secrétariat s'occupe de toute l'administration quotidienne des affaires. Chaque fois qu'une affaire est enregistrée, une membre du secrétariat, un conseil, avocat, est attribué à cette affaire et va suivre l'affaire du début à la fin. J'avais une slide sur toutes les procédures CRD à montrer, mais peut-être on peut en revenir. Mais on a des conciliations et les arbitrages sous la Convention, des conciliations et arbitrages sous le mécanisme supplémentaire. Et en outre, on peut administrer les arbitrages sur le règlement CNUTSI. Nous agissons également comme une autorité de nomination en vertu de certains traités. Mais la plupart de nos affaires restent des arbitrages CRD. Alors pour vous donner quelques chiffres, au 30 juin 2019, le CRD avait enregistré un total de 728 affaires sous la Convention et le règlement du mécanisme supplémentaire. Parmi ces affaires, 53, ça fait à peu près 7% d'entre elles impliquaient un État membre de l'OADA. Le CRD a également enregistré 12 affaires de conciliation sous la Convention et le règlement du mécanisme supplémentaire. Et parmi elles, 7 affaires, 58%, presque 60% ont impliqué un État OADA, ce qui montre un réel intérêt pour la conciliation pour les États africains et les États membres de l'OADA. La répartition géographique, à peu près 7%, comme j'ai dit tout à l'heure, sont des affaires qui impliquent un État OADA. Et si on regarde l'Afrique en tout, toutes nos affaires, à peu près 22% des affaires impliquent un État africain. Je voulais aussi vous parler d'instruments de consentement. Comme vous savez sûrement, le consentement des parties est la pierre angulaire de la compétence du centre. Et le fait qu'un État contractant du CRD a ratifié la Convention n'est pas en soi une expression du consentement à l'arbitrage CRD. Il faut avoir une manifestation supplémentaire du consentement des deux parties. Et donc, il y a 3 catégories d'instruments invoqués dans les affaires CRD pour établir le consentement à la compétence du centre. Pour nos chiffres généraux, les traités sont la source principale du consentement avec environ 76% des affaires. Le contrat d'investissement, 16%. Et les lois nationales sur l'investissement, à peu près 8%. Pour les États OADA, les affaires impliquant un État OADA, c'est différent. C'est sur la base du traité 16%. On peut comparer ça aux 76% pour nos chiffres généraux. Pour les contrats, les chiffres pour impliquant un État OADA, c'est 61%. Sur la base des lois nationales d'investissement, on a 21% pour les États OADA, comparé avec 8% pour les chiffres généraux, et d'autres instruments 2%. Pour les secteurs économiques, les affaires administrées par le CRD concernent un éventail large des secteurs économiques. Je voulais vous montrer un pie chart, un camembert avec ça. Mais pour nos affaires en général, 24% impliquent le secteur du pétrole, du gaz et des mines. En deuxième position, le secteur de l'énergie avec 17%. Le ratio est encore plus grand
si on regarde les affaires impliquant un État membre de l'OHADA, parmi les 53 affaires CIRDI impliquant un État membre de l'OHADA, 36% des affaires concernent le secteur pétrole, gaz ou mines, et 17 affaires impliquant les États OHADA, c'est le secteur de construction avec 8% électricité et énergie. J'espère que ce bref aperçu vous était utile et je suis ouverte à toute question sur le CIRDI. Donc après cette présentation faite par Hélas sur le système d'arbitrage CIRDI, qui est le système par excellence dédié aux investissements, je vais passer la parole à Maître Marie-André Ngoué, qui est la présidente du comité permanent du centre d'arbitrage du GICAM, pour qu'elle nous donne un peu la perception d'un centre d'arbitrage qui n'est pas spécifiquement dédié aux investissements. Maître, vous avez 10 minutes. Alors sans plus tarder, je vais très brièvement remercier l'APA et ses dirigeants pour m'avoir donné l'opportunité au nom du CMAG de parler de l'arbitrage d'investissement. Après avoir écouté le CIRDI, eh bien, le centre de médiation et d'arbitrage du GICAM, eh ben, c'est un bébé à côté. Et il faudra qu'il grandisse. En effet, c'est seulement depuis le 1er novembre 2019 que les textes du CMAG ont été modifiés et que les activités du centre d'arbitrage du GICAM, qui est en activité depuis l'an 2000, donc c'est seulement depuis novembre 2019 que ces activités ont été étendues à la médiation et à l'arbitrage d'investissement. Le CMAG croit beaucoup au développement de la médiation pour le développement des contentieux dans les entreprises de manière apaisée, mais aujourd'hui je dois parler de l'arbitrage d'investissement devant le CMAG. Donc je ne vais pas vous parler d'une expérience passée dans ce domaine puisque nous venons de commencer, mais je vais vous dire ce que nous pensons de l'existence d'un marché de l'arbitrage d'investissement au Cameroun. Certaines considérations pourront sans doute être étendues à l'ensemble de la zone OHADA, et je vais vous dire également ce que nous avons fait et ce que nous pensons faire dans les prochaines années pour que véritablement nous puissions faire des arbitrages d'investissement, parce qu'il faut rester modeste, on ne peut pas se lancer dans ce domaine du jour au lendemain et se dire qu'on est l'égal du CIRDI ou d'autres centres déjà connus dans le monde. Donc, comme je l'ai dit, le centre de médiation et d'arbitrage du GICAM, puisque le nom a changé avec la réforme, est en activité depuis l'an 2000. Il a enregistré 144 affaires, mais aucun investissement. Comment, comme je vous l'ai dit, je pense donc parler de l'existence ou non d'un marché de l'arbitrage d'investissement au Cameroun. Et donc de parler des possibilités effectives pour le CMAG d'administrer des arbitrages d'investissement. Le centre peut être saisi de différentes manières. Tout d'abord dans un contrat, mais je dois vous dire que dans ma pratique de nombreuses années en tant qu'avocat au barreau du Cameroun, je n'ai pas vu de contrat faisant explicitement référence à un centre d'arbitrage camerounais ou africain dans les contrats. La loi, par exemple, la loi du 29 décembre 2006, qui fixe le régime général des contrats de partenariat au Cameroun, partenariat public-privé,
dispose que le contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives aux conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être fait au recours à l'arbitrage. Cette formulation, la formulation de cette disposition laisse une ouverture au CMAG. Sa compétence en cas de différend pourra être utilisée. Mais il demeure donc, d'après cette formulation, que cela va dépendre de l'accord des parties, c'est-à-dire de l'État et du partenaire privé. Est-ce qu'ils vont introduire une clause indiquant que le CMAG est compétent en cas de différend? En effet, la loi ne désigne pas expressément le CMAG, et donc, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Je dois dire quand même que lors d'une conférence organisée par le barreau du Cameroun, le CAPA a indiqué qu'il, dans certains contrats, il avait introduit une clause d'arbitrage JCAM. Enfin, tout début. Alors, après avoir vu que la compétence en matière d'arbitrage d'investissement peut résulter d'un contrat, nous allons voir maintenant ce qu'il en est dans les TBI et les accords de promotion des investissements. Parmi les TBI et les accords de promotion des investissements signés par le Cameroun, y compris les TBI intra-africains que nous avons consultés, aucun ne donne compétence au centre d'arbitrage national pour le règlement des différends. Par exemple, le TBI signé entre le Mali et le Cameroun dispose qu'un différend relatif aux investissements peut être soumis au choix de l'investisseur à un arbitrage au CIRDI ou à un tribunal ad hoc qui, à défaut d'autres arrangements entre les parties aux différends, sera constitué conformément aux règles d'arbitrage de la CNUD si la même disposition se retrouve dans les TBI la Mauritanie, la Guinée, l'île Maurice et l'Égypte. Certains accords relatifs à la promotion des investissements signés par le Cameroun permettent également le recours au CMAG. D'autres ne le permettent pas du tout. Ainsi, l'accord du 24 décembre entre le Cameroun et la Corée dispose que l'investisseur peut soumettre le différend à toute instance d'arbitrage si les parties au différend en ont convenu ainsi. L'accord du 3 mars 2014, quant à lui, entre le Canada et le Cameroun, ferme pour sa part toute compétence au CMAG en matière d'arbitrage. Avoir vu les possibilités en matière de contrat, en matière de TBI, qu'en est-il dans les textes de droit camerounais? La législation encourage l'usage de l'arbitrage comme mode alternatif de règlement des différends et donc la possibilité d'avoir recours au CMAG. Ainsi, l'article 26 de la loi du 18 avril 2013 fixant les privés dispose par exemple que des incitations prévues dans cette loi peuvent porter les différends, et je cite, devant une instance d'arbitrage reconnue par l'État du Cameroun. Malgré que peut susciter des interrogations, parce que qu'est-ce que ça veut dire reconnu par le Cameroun, on peut penser que le CMAG pourrait être désigné pour les investisseurs concernés. De même, certaines lois concernant des domaines spécifiques prévoient le recours à l'arbitrage. Ainsi, la loi du 25 avril 2019 portant code pétrolier dispose que le contrat peut comporter une clause de conciliation et d'arbitrage en vue du règlement de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du contrat. Le code minier prévoit également qu'un titulaire de titre minier et l'État peuvent être soumis à la conciliation, à la médiation ou à l'arbitrage. Donc, l'analyse brève de ces textes, dans la version longue de mon intervention, il y a des précisions. Enfin, l'analyse de ces textes, que ce soit contrat, TBI ou texte sur l'incitation à l'investissement, on s'aperçoit que si le principe du recours à l'arbitrage est posé, il demeure qu'il y a négociation entre l'État et l'investisseur pour la désignation au mieux. Quand le centre n'est pas désigné, il laisse la place à la négociation.
Donc le CMAG pourrait avoir une place, mais c'est pas sûr, ça dépendra du résultat de la négociation entre les parties. Donc je dirais que l'existence ou la construction d'un marché pour l'arbitrage d'investissement n'est pas encore définie et c'est tout un travail à faire. Alors qu'est-ce que le CMAG a fait pour se mettre sur ce marché? L'ancien règlement ne comportait aucune disposition spécifique sur l'arbitrage d'investissement. L'article 4 du nouveau règlement, quant à lui, dispose que le centre peut être saisi sur la base d'un instrument relatif aux investissements, notamment un code des investissements ou un traité bilatéral ou multilatéral relatif aux investissements. Il a repris les dispositions de l'acte uniforme relatif à l'arbitrage. Cette disposition du règlement d'arbitrage élargit de manière explicite le champ d'intervention du CMAG. Et le consentement anticipé des États à l'arbitrage contenu dans un instrument international est reconnu. Mais comme je l'ai déjà dit, les possibilités existent, mais vont-elles se réaliser? Non, ça va. L'article 17.2, pour aborder un autre aspect de l'arbitrage d'investissement, parce que je ne vais pas aller dans tous les aspects, je vais aborder celui de la confidentialité. L'article 17.2 du règlement prévoit qu'en cas de litige relatif aux investissements, il y a possibilité pour une partie de demander au tribunal arbitral, et si cette partie justifie d'un intérêt légitime, de demander une main levée de la confidentialité, main levée qui peut être totale ou partielle. Et cette levée de confidentialité peut être totale ou limitée à certains aspects de la procédure. Pour tous les types de litiges, le règlement, et ce n'est pas spécifique à l'arbitrage d'investissement, le règlement prévoit la possibilité de publier les sentences sans toutefois publier des éléments qui permettraient d'identifier les parties, et il faut l'accord de celles-ci. Il y a de nombreux, comment j'ai écouté ce matin et j'écoute aussi ce qui se passe sur d'autres forums, il y a encore bien des aspects qui doivent être pris en considération pour avoir un règlement d'arbitrage en matière d'investissement qui corresponde, je dirais, à tout ce qui se dit et tout ce qui se fait actuellement dans le monde de l'arbitrage. Ce que je peux dire, c'est que le CMAG est à l'écoute de tout ce qui se dit, il va beaucoup apprendre aujourd'hui, il est à l'écoute des différents textes qui sont pris, comme la Convention de Maurice sur la transparence, et qu'il est disponible, après cette écoute, d'insérer dans son règlement d'autres dispositions de manière à rendre son règlement en matière d'arbitrage d'investissement attractif. Mais pour conclure, je dirais que le centre dispose de ressources humaines. En effet, il a une liste d'arbitres référencés de diverses nationalités avec diverses compétences, et de toute façon, c'est une liste ouverte. Il a également des équipements qui permettent de recevoir des arbitrages. Il a un programme d'investissement qui sera mis en œuvre cette année pour upgrader la logistique en termes de visioconférence, de traduction simultanée, etc. Tout ça est à mettre en œuvre. Cependant, tout cela n'est pas le gage d'une réussite de cette nouvelle activité. En effet, les investisseurs sont à la recherche d'un environnement favorable à l'arbitrage. Pour cela, très souvent, ils se réfèrent aux 10 critères énumérés par le Chartered Institute of Arbitrators. Le recours au CMAG ne dépend donc pas uniquement du CMAG, mais d'un ensemble de facteurs soumis à l'appréciation des parties. Ce recours au CMAG sera aussi fonction de la confiance que l'État camerounais a dans les services du CMAG. Si l'État camerounais a confiance dans les services du CMAG,
il aura la force de convaincre les investisseurs dans le cadre des négociations pour qu'on désigne le CMAG dans leur contrat ou dans les accords, puisque comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à travers en analysant divers textes, à chaque fois on renvoie, il y a deux cas, parfois l'institution est désignée, CIRDI, CCI ou autre, mais bien souvent l'institution n'est pas